Thank you very much, Isolina. Je vous remercie, Isolina. Je m'exprimerai en français. For the headphones. Bonjour et merci beaucoup aux organisateurs. Merci beaucoup, Isolina. J'avais pris beaucoup de plaisir à venir. Et si je comprends bien, c'est le bouquet du feu d'artifice. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. J'ai une présentation. Voilà. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, Leonardo et Isolina ont parlé de crise, du besoin de transformation. Et comme vous allez le voir à l'écran, souvent on a... non, on ne le voit pas à l'écran. Il y avait une diapositive intermédiaire. Bien, peu importe, je fais sans. On a besoin, pendant cette... non, c'est pas grave. Dans cette besoin de transformation, on s'exprime tous les uns les autres, parfois violemment, parfois avec passion, pour exprimer les trajectoires que l'on souhaite. Et on se rend compte que on arrive parfois difficilement à s'entendre et à tomber sur un accord. Or, pourtant, on a bien besoin dans cette profonde transformation de s'écouter les uns les autres et de faire ensemble. Pourquoi cette transformation? Je vais commencer par cela. Vous le voyez, on est abreuvé d'images qui appellent à cette transformation. Alors, parce que l'alimentation est aujourd'hui la source première des problèmes de santé publique, y compris devant la question des maladies infectieuses. Le dernier rapport du groupe d'experts de haut niveau sur du High Level Panel of Experts du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire dit qu'une personne sur 3 est mal nourrie, si l'on compte toutes les formes de malnutrition. J'ai mis en exergue ici l'obésité en haut à droite, et que l'on pourrait avoir 1 sur 2 à l'horizon 2050, y compris devant la question des maladies infectieuses, mais sont aussi, comme vous le voyez en bas à droite, des questions de stabilité politique et de révolte, toujours dans le domaine de santé publique, des molécules chimiques comme les perturbateurs endocriniens qui sont mises en exergue, ou alors les questions environnementales avec la conscience de plus en plus affirmée que nos comportements individuels consommés affectent la santé de la planète. Et du coup, alors je vois que en fait le PowerPoint ne met pas les animations, donc je pense que je vais faire sans le PowerPoint, et donc si vous pouvez le retirer de l'écran, c'est pas très grave. Comme ça, je m'en sers moi, mais on peut le retirer. C'est pas grave, hein, mais on peut le retirer du coup. Il vaut mieux le retirer que de mettre une animation, ou alors on le laisse comme... Non. Non. Si vous pouvez le retirer de l'écran, juste, voilà. Je m'en servirai moi. Mais dans le même temps, cette crise, et quand Léonard a dit tout à l'heure le système alimentaire est cassé, elle est plus complexe que cela, parce que dans le même temps, on n'a jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui. Si vous regardez le budget des ménages, la sécurité, la qualité de l'eau, j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais manger ce soir quand je me réveille, je sais que je vais trouver... Voilà, la chose est beaucoup plus complexe qu'uniquement une crise ou un système qui serait cassé. Et donc, par rapport à cela, la Commission européenne avait demandé à certains de mes collègues du CIRAD l'année dernière, et ça a été publié dans le cadre d'une copublication entre la FAO et le CIRAD, la mise en évidence des systèmes, des risques pour les systèmes alimentaires, et un document assez complet qui met en évidence les tendances et les défis a été publié, avec entre autres un cadre conceptuel dans ce document sur lequel je reviendrai après. Mais on peut aller plus loin, on peut aussi mettre en évidence le rapport du groupe d'experts de haut niveau, le HLPE, qui pointe l'identification de 9 thèmes critiques et émergents pour la sécurité alimentaire dans les prochaines années. Alors, pêle-mêle, l'urbanisation, les conflits et migrations, les inégalités, l'impact du commerce, l'agroécologie,
le contrôle, la maîtrise des ressources génétiques, la sûreté alimentaire et les maladies émergentes liées à l'alimentation, le besoin de contrôler la technologie dans un souci de sécurité alimentaire et le renforcement de la gouvernance à l'échelle internationale. Donc, des tendances et des défis, des thèmes critiques et émergents, mais également un certain nombre de tensions qui secouent le monde, et je ferai référence à un document publié par le ministère français de l'Agriculture qui s'appelle Mondalim 2030. Ces documents, vous pourrez les avoir, je pense, dans le PowerPoint, on le diffusera, mais je préfère ne pas le passer parce qu'il va être difficile à suivre. Donc, dans Mondalim 2030, vous voyez que s'exprime un certain nombre de tensions totalement paradoxales à propos des systèmes alimentaires. D'un côté, on a une globalisation des régimes alimentaires et de l'autre côté, une extrême diversification au niveau local. Et cette tension est intéressante et paradoxale. Deuxièmement, on a un marché international qui se met en place, mais dans le même temps, ou plutôt une circulation des marchandises et des régimes et des habitudes, mais dans le même temps, il n'y a pas un marché global unique. Il y a des niches, des interconnexions et des marchés qui s'interpénètrent. Troisième point qui est mis en évidence comme une tension paradoxale, c'est d'un côté une transformation globale du système agro-industriel et de l'autre côté, une mondialisation de systèmes alternatifs. On n'a pas uniquement des systèmes alternatifs qui s'expriment dans des niches, mais qui, eux aussi, ont tendance à se mondialiser. Quatrième point, c'est la conscience croissante des risques planétaires liés à l'alimentation. Le cinquième, c'est d'un côté la multiplication des acteurs parties prenantes des systèmes alimentaires, mais de l'autre, leur prolifération et les interactions un peu partout sur la planète. Et puis, le sixième, c'est l'augmentation de la fragmentation croissante du multilatéralisme qui rend la gouvernance difficile. Donc, vous voyez, je résume, une crise, une conscience croissante, des risques et des tendances que nous pointons tous, des tensions et des tendances. Et dans ce scénario-là, le document de la Commission européenne, de la FAO et du CIRAD montre assez bien l'ensemble des facteurs de changement avec un cadre conceptuel qui différencie les facteurs économiques, les facteurs biophysiques et environnementaux, ceux qui sont liés à la technologie, les facteurs socioculturels, les facteurs démographiques et les facteurs politiques. Et si j'en reprends un seul, dans les facteurs démographiques, puisqu'ils sont sous-classés, on retrouve par exemple la migration, l'urbanisation et la croissance alimentaire. Repensons un petit peu, une seconde, ce qu'a été l'évolution des systèmes alimentaires au XXe siècle. Elle a été mue et motivée essentiellement par un facteur qui est la croissance de la population démographique. On est passé de 1 à 7 milliards en 2 siècles, de 3 à 7 milliards en 40 années, et notre obsession à tous a été de nourrir la planète. Aujourd'hui, la croissance démographique n'est plus le principal facteur de transformation. Il l'est, bien sûr, en Afrique subsaharienne, nous le savons tous, mais à l'échelle mondiale, il ne l'est plus nécessairement. Et nourrir 9 à 10 milliards d'habitants, la question que nous nous sommes toujours posée depuis 2 siècles sans même la remettre en cause, n'est probablement plus la bonne formulation pour demain. J'en atteste un peu par l'absurde en disant, de 1960, en prenant les données de la FAO Stat, de 1961 à 2003, si on additionne toutes les kilocalories des pommes, des poires, des cochons, etc., on a multiplié par 2,5 la production alimentaire. Or, pendant ce temps, la population, entre guillemets, n'a fait que doubler. La résultante est bien que nous avons augmenté au niveau mondial, nous avons augmenté la disponibilité en passant en gros de 2500 à 3000 kilocalories végétales, kilocalories par jour et par personne.
Donc non seulement nous avons été capables d'accompagner cette croissance de la population, mais en plus d'augmenter le disponible. Et dans le même temps, le nombre de personnes qui souffrent de sous-nutrition n'a pas bougé. Il est resté stable, en gros, à 800 millions de personnes. Il a augmenté un peu, il a diminué un peu, il a augmenté un peu, mais il est resté à peu près stable. Donc, nous avons multiplié par 2,5 la production. Nous n'avons pas réussi à résoudre le problème de sous-nutrition et nous avons de nombreux problèmes émergents dans le domaine de la malnutrition, obésité, carence en micronutriments qui ont émergé et en outre, de nombreux problèmes d'un autre ordre, et en particulier environnementaux, qui ont émergé. Donc, d'une certaine manière, regarder la transformation des systèmes alimentaires par l'angle produire plus a été la doctrine pour alimenter un plus grand nombre de personnes, a été la doctrine du XXe siècle, et fort heureusement, sinon nous serions passés par des guerres, par des famines beaucoup plus importantes. Mais aujourd'hui, cette doctrine doit changer, doit se transformer, et la question doit être reformulée, parce que sinon, non seulement nous ne résoudrons pas les questions de sécurité alimentaire, mais en plus, nous allons accélérer tout un tas d'autres problèmes. En effet, l'agriculture se retrouve aujourd'hui au centre d'équations complexes, ça a été dit, avec d'un côté le principal agresseur des questions environnementales, pollution, biodiversité, changement climatique, qualité de l'eau. De l'autre côté, des questions d'emploi et d'inégalité, puisque de manière paradoxale, ce sont les populations rurales pauvres qui sont celles qui sont le plus affectées par cette question de la sécurité alimentaire, l'agriculture restant l'employeur numéro 1 au monde. Des questions de relation avec la question énergétique, tant en termes de complémentarité qu'en termes de concurrence, et des questions nutritionnelles, qu'elles soient infectieuses ou qu'elles soient nutritionnelles. Donc nous avons besoin de transformer ce système, pas uniquement sous l'angle de produire plus, mais dans ses connexions avec les questions que je viens de citer, et en particulier parce que l'agriculture que je viens de décrire comme un agresseur doit être avant tout considérée comme un levier de transformation efficace. C'est en particulier sur les solutions basées sur la nature que nous arriverons à traiter les autres questions. Et si nous ne le faisons pas, nous n'arriverons pas à les traiter. C'est comme ça que doit être regardée cette transformation des systèmes alimentaires. Dans le cadre du groupe de Milan, mis en place par le secrétaire général des Nations Unies en 2015 à l'occasion de l'exposition, nous avons ainsi misé sur 4 piliers pour transformer ces systèmes alimentaires, revoir les questions de consommation des régimes alimentaires. Je pense que Fabrice, tout à l'heure, va en parler. Prendre en compte la question et l'interaction avec les changements climatiques. Reprendre complètement la question de la production pour traiter de l'articulation entre agriculture et environnement trop longtemps tabou, et repenser une renaissance des territoires ruraux et réinvestir publiquement dans les territoires ruraux pour éviter une fracture entre le monde rural et le monde urbain. Et dans ce sens-là, il faut complètement qu'on change de paradigme et notre manière de penser, où l'on pensait une relation binaire au 19e et 20e siècle, à savoir augmenter la production agricole permettait nécessairement d'assurer la sécurité alimentaire, à quelque chose où non plus uniquement la sécurité alimentaire, mais les systèmes alimentaires se retrouvent au cœur de la santé des écosystèmes, la santé humaine et le développement et la justice sociale. Et cette transformation globale, il faut que nous l'opérions. Alors, dans le même temps, je dis ça, on le dit tous, on en a tous conscience, et on a l'impression qu'on est dans un train qui fonce dans le mur et que rien ne change. Et du coup, et je finirai mes 2-3 dernières minutes là-dessus, la science a aussi un rôle fondamental à jouer dans cette inertie, dans ce blocage, dans cette incapacité qu'on a collectivement à traiter du non-changement. Il ne suffit pas de mettre en évidence, on l'a vu, les alertes, les injonctions, les cris, les passions pour que les choses changent. Et la jeune génération nous le répète suffisamment fréquemment aujourd'hui. Si les choses ne changent pas, c'est qu'il n'y a de bonnes raisons pour qu'elles ne changent pas. Et dans ce sens,
La science a un rôle à jouer, ou plutôt 3 rôles à jouer. Le premier, c'est de comprendre les blocages et de les analyser. Pourquoi cela ne change pas? Quels sont les conflits d'intérêts? Quelles sont les asymétries de pouvoir qui empêchent les changements? Quelles sont les croyances, les valeurs? Quelle est l'importance de la gestion du risque associé à tout changement et comment gérer ce risque-là? La deuxième aspect sur lequel la science doit et peut s'impliquer, c'est dans le domaine de la prospective. Le futur n'est pas la continuité du présent. Le futur sera fait de disruption, de changement, de transformation. Et la science, avec d'autres, pas toute seule, surtout pas toute seule, peut effectivement jouer un rôle important dans la capacité à imaginer des futurs possibles qui soient différents et qui forcent l'imagination. Et puis la troisième chose, c'est que je ne crois pas au scaling up. Il faut que l'on dépasse le mythe de la réplication des études de cas locales. La grande transformation que nous attendons ne sera pas une réplication à l'infini de ce qui a bien marché dans telle ou telle localité. Cette grande transformation, elle sera le fruit d'une articulation pensée et organisée entre des initiatives et des innovations locales, pensées et mises en œuvre, entre des politiques nationales qui le permettent, mais qui permettent dans le même temps de penser l'aménagement du territoire, les régulations, le fonctionnement des marchés, etc., et une évolution des cadres d'action internationaux. C'est donc beaucoup plus vers un design, vers une ingénierie multiscalaire qu'il faut s'orienter, plutôt que de tester des solutions passe-partout et de chercher à les répliquer. Et dans ces 3 domaines, la science peut effectivement penser et agir. Alors, je pourrais, dans le débat, probablement en donner de certains exemples, mais je voudrais juste, pour finir, insister sur le rôle clé, effectivement, comme Isolina m'y a invité, du territoire. Le territoire au sens de la construction d'un projet commun, d'un projet d'avenir, de la capacité, de manière collective, à gérer des ressources, à produire ensemble, à rendre des services à l'ensemble de la société, à gérer les ressources, à gérer le territoire comme une ressource elle-même, y compris dans les signes de qualité, et à penser et à concevoir les politiques publiques. Et cette construction d'un pacte vivre ensemble autour de l'alimentation au niveau du territoire doit permettre de reconstruire et de repenser le monde comme des ouvrages ou des documents récents en attestent. Et donc, j'invite, pour conclure, à penser la science non pas uniquement comme pourvoyeuse de technologies, mais bien comme une capacité réflexive sur ces technologies, d'une implication dans les dispositifs d'innovation, d'une capacité à éclairer la complexité du monde, surtout à penser la manière dont on mesure la performance de l'agriculture au regard de l'ensemble des enjeux. On est loin de savoir mesurer la performance ou l'impact d'une pratique agricole sur la création d'emplois ou le maintien de la biodiversité. Sur la manière de faire l'agenda au niveau international, de créer la pensée du futur en formant nos jeunes et d'alimenter une négociation politique au niveau international. Pour cela, je vous invite entre autres à la conférence sur la sécurité alimentaire mondiale qui aura lieu à Montpellier du 15 au 18 juin prochain. Merci. Merci beaucoup pour une présentation très inspirante, comme toujours. Peut-être dans le débat, on aura d'autres questions. Puisque nous, comme je vous l'avais dit, nous insistons beaucoup toujours sur les données de la recherche, sinon il est difficile de juste donner des interprétations et des opinions. Certains, dont je suis, sont un petit peu inquiets du financement de la recherche, en tout cas une recherche indépendante, on peut le dire comme ça, dans les décennies à venir. Peut-être ça reviendra dans le débat.